Et pour décrypter cette riche actualité politique, nos invités, Céline Calvez, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député La République En Marche des Hauts-de-Seine. Philippe Corbet, le chef du service politique de BFM TV avec nous. Bonjour, Philippe. Et Bernard Sananès, bonjour, le président de l'Institut ELAB. Céline Calvez, peut-être avant qu'on rentre dans le détail de ce meeting, les conditions dans lesquelles il va se tenir, ces oppositions, ces appels à manifester, est-ce que vous condamnez aujourd'hui tous ceux qui veulent s'opposer à ce meeting d'Éric Zemmour? Est-ce que vous dites, finalement, c'est la démocratie, il faut le laisser faire campagne? Enfin, c'est démocratie, mais on peut aussi dire que ces idées sont dangereuses pour la démocratie et de pouvoir manifester sa désapprobation, justement, éviter, empêcher cette manifestation, ce serait justement antidémocratique. Je pense que ce qui est soulevé dans les manifestations de désapprobation, c'est que les idées qui sont véhiculées par Éric Zemmour sont à l'encontre de la démocratie. On a quand même une libération et un côté décomplexé d'affirmation de ce que serait la société aujourd'hui et plutôt une idée d'opposer les uns et les autres. Finalement, on voit que c'est un risque aussi pour la démocratie. Après, il faut que le débat se fasse. Le débat aussi, ça va permettre de montrer quelles sont les propositions d'Éric Zemmour. Pour l'instant, on n'en a aucune. Donc aussi, si la démonstration, c'est de montrer qu'il n'a rien à dire, ce serait intéressant de suivre. Je ne suis pas sûre de suivre l'ensemble de son meeting. Je pense que, et j'espère qu'il ne sera pas autant couvert que cela, mais je pense que oui, il mérite une attention, mais il mérite aussi à ce qu'on dise qu'il y a des risques dans sa candidature. L'opposition fait partie, si je vous comprends bien, aussi de la candidature d'Éric Zemmour. Bernard, c'est intéressant parce que c'est aussi l'un des enjeux aujourd'hui pour Éric Zemmour. C'est de rester dans ce qui a probablement fait son identité, la radicalité qui suscite de l'opposition, mais ça va être aussi d'ouvrir le spectre. Il va falloir qu'aujourd'hui, le candidat Zemmour parle aux Français. Oui, c'est un rendez-vous très important. Il doit cocher, on va dire, plusieurs cases. D'abord, il y a un enjeu de dynamique politique. Éric Zemmour a connu une progression spectaculaire qui s'est stabilisée, qui a voire légèrement reculé, mais il n'a pas dévissé, contrairement à ce qu'on entend. Et donc, est-ce qu'il va réussir à reprendre de l'élan après ce meeting? Vous vous souvenez, je ferai un parallèle avec le meeting d'Emmanuel Macron en décembre 2016. Ce fameux meeting, c'est parce que c'est notre projet, vous vous en souvenez? 15 000 personnes, c'était porte de Versailles de mémoire. Ça avait à ce moment-là assis l'idée qu'il se passait quelque chose dans l'opinion. Et il est clair que cet après-midi, le premier regard, il sera sur la salle. Le nombre de personnes qui sont dans la salle, ce sera vraiment un test. Le deuxième, vous avez tout à fait raison, c'est pour lui de dépasser les constats et d'aller sur les propositions, sur les solutions. Il a été beaucoup critiqué, notamment par les leaders de la droite, dans leurs différents débats télévisés sur le thème. Éric Zemmour n'a pas de solution. Or, on le voit sur les constats, nous l'avons montré avec le sondage est là pour BFM TV dans la semaine, sur la plupart de ces constats, pas tous, on a parfois entre 4 et 5 Français sur 10, près d'1 sur 2, qui les partagent. Et puis le troisième objectif sera bien sûr de lui donner de la présidentialité, sujet sur lequel, dans les traits d'image aujourd'hui, il reste encore faible, notamment chez les électeurs de droite. Il y a toutes ces questions de fond qu'on va évidemment analyser tout au long du live BFM. Vous faisiez référence au discours de Macron. On se souvient qu'il y avait eu cette voix qu'il fallait poser à ce moment-là. C'était pas comme l'avait dit. Il s'est dit, parce que c'est notre projet. Vous le faites très bien. Vous allez réagir. Juste Philippe, avant, parce que ça nous amuse. Mais c'est aussi ça aujourd'hui pour Éric Zemmour. C'est tout d'un coup de devenir un tribun, un homme capable de porter une parole politique et un long discours, et c'est pas si simple. Et d'une certaine manière, Éric Zemmour prend un risque, ou plutôt joue, je dirais pas son va-tout, mais construit lui-même son propre risque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en voulant reprendre la main ou relancer une dynamique avec un grand événement dont on nous a dit il y a beaucoup de monde, il y a tellement de monde qu'on va passer du Zénith à Villepinte. Villepinte, c'est le souvenir par exemple du plus grand meeting de Nicolas Sarkozy en 2012. Si tout à l'heure, sur la forme, ça n'est pas tout à fait plein, ou si c'est plein, mais lui, finalement, semble petit sur une scène, pas à la hauteur de l'événement. Si sur le fond du discours, c'est un discours qui répète ce qu'il a déjà beaucoup dit, si d'une certaine manière, il ne s'en transcende pas, s'il ne prouve pas sur scène, et je parle bien de forme, que sa mue est faite, comme il l'a affirmé l'autre jour au 20h TF1, il y a un risque de déception. Et c'est lui-même qui construit ce propre risque en faisant de cet événement une sorte de quitte ou double. Vous vouliez réagir? Non, je voulais réagir par rapport au 10 décembre 2016. Et c'est intéressant de voir comment on va être couvert aussi ces différents meetings. Quand vous êtes à l'intérieur d'un meeting ou quand vous le suivez à distance, ça ne traduit pas de la même façon. C'en était un exemple le 10 décembre 2016 où le candidat Macron à l'époque paraissait hurler. Quand vous étiez dans la salle, vous n'aviez pas du tout la même impression. Pourquoi? Parce que vous aviez le retour des clameurs et des applaudissements en plus. Alors que le son qui était capté par la télé était uniquement celui du pupitre. Donc il y a aussi un effet déformant à chaque fois de la couverture que l'on fait et c'est pas du tout le même effet entraînant. Donc ce que vous disiez, Monsieur Corbet, sur la façon dont le risque peut être... Le risque aussi, c'est de voir comment la traduction médiatique de ce rendez-vous est fait pour lui. Je pense que oui, il prend son risque, tant mieux pour lui. Je pense que
que, vous l'avez dit, tous les deux, ce sont les propositions. Sera-t-il capable de faire des propositions? Est-ce que ce seront des propositions radicales ou pas? Bien sûr, on va suivre forcément ce qui va en sortir. Un petit mot avant de décliner le reste de l'actualité politique. C'est intéressant ce que vous disiez. Nicolas Sarkozy, par exemple, en 2007 et en 2012... a organisé de grands rassemblements, Port de Versailles en 2007, Villepinte en 2012, avec l'idée aussi que c'était une sorte de spectacle télévisé, et c'est pas au sens négatif du terme, que c'était une mise en scène conçue évidemment pour la salle, mais aussi pour que ça donne un effet de masse à la télévision, avec l'idée que ces discours étaient diffusés en direct sur les chaînes d'information. Donc Éric Zemmour et son équipe ont pris ça en compte. C'est aussi un message qui s'adresse aux gens qui seront dans la salle, mais aux gens qui regarderont notamment sur BFM TV cet après-midi. On va vivre cela évidemment en direct sur BFM TV. Éric Zemmour qui va aussi probablement cet après-midi poursuivre l'OPA qu'il a lancé dès hier, OPA très assumé sur les électeurs des Républicains. Il appelle dans une lettre à tous les soutiens d'Éric Ciotti à le rejoindre. Éric Ciotti qui est bien conscient qu'il pèse désormais au sein de son parti. Valérie Pécresse, fraîchement élue, va devoir composer avec lui. La preuve, ce matin, le candidat défait du Congrès va tenir un meeting sur ces terres. Marie-Jeanne Tric, vous êtes à Nice, là où va se dérouler ce meeting. Pourquoi ce rassemblement par celui qui, on le rappelle, a quand même été battu? Bien, l'objectif de ce rassemblement, c'est vraiment de remercier les militants, les soutiens d'Éric Ciotti. C'est ce que nous explique son entourage. Vous pouvez le voir derrière moi. L'heure est au dernier préparatif. On est juste devant la permanence d'Éric Ciotti. Il y a une petite scène qui est en train d'être installée. Et Éric Ciotti devrait monter sur cette scène d'ici une bonne heure maintenant, puisque le rassemblement est censé commencer aux alentours de 11h30. Alors, on nous annonçait hier 2000 personnes qui devraient être présentes. Ce matin, les exigences sont revues un petit peu à la baisse. On nous parle plutôt d'1 millier de personnes qui devraient être au rendez-vous. Et on est vraiment dans un moment de transition, si vous voulez. C'est un rassemblement de fin de campagne, c'est ce que nous dit son entourage, et c'est aussi pour Éric Ciotti l'occasion d'entrer dans une deuxième phase de campagne, si vous voulez. Maintenant, la phase de campagne pour le camp des Républicains. Éric Ciotti qui veut faire campagne avec Valérie Pécresse. Il déjeunera demain avec cette dernière, ici même à Nice, avec cette idée vraiment de faire campagne tous ensemble. Marie-Jeanne Tric, avec qui on va suivre ce rassemblement avec Caroline Bertolino. Bernard Sananès, dans le Parisien ce matin, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, dit Éric Ciotti va être le Sandrine Rousseau de Yannick Jadot pour Valérie Pécresse. Est-ce qu'Éric Ciotti a les moyens, avec le score qu'il a obtenu hier, effectivement, de faire peser sa ligne et finalement d'influencer de façon un peu lourde la campagne de Valérie Pécresse? Éric Ciotti a déjà remporté une part de la victoire dans ce congrès LR. D'abord en arrivant en tête, il faut le rappeler, au premier tour, ce qui était une vraie surprise. Et deuxièmement, en faisant ce score de 40%, alors qu'il n'avait aucun soutien parmi les battus du premier tour. Donc quelque part, il a déjà remporté une victoire politique et il a remporté aussi une victoire idéologique. La seule question est de savoir si cette victoire idéologique, c'est la sienne ou finalement, si c'est la pression d'Éric Zemmour qui a pesé aussi sur le débat de LR. Mais en tout cas, il représente un enjeu très important pour la candidate Valérie Pécresse dans la deuxième primaire qui s'ouvre aujourd'hui. Il s'ouvre une deuxième primaire entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour sur ce segment électoral qui est encore hésitant, qui n'a pas fait son choix. On le sait, ils sont à peu près dans les différentes hypothèses autour des mêmes scores, entre 12 et 13%. Ça ne dépasse pas pour l'instant ce score-là. Ils ne sont pour l'instant tous les deux pas qualifiés pour le second tour. On verra s'il y a une dynamique nouvelle qui crée, on le verra dès cette semaine dans les sondages. Mais il y a ce segment électoral d'électeurs de droite qui sont très sensibles aux thématiques régaliennes, aux thématiques d'identité, aux thématiques de sécurité. On le voit d'ailleurs dans notre enquête de cette semaine sur les constats, je vous le disais tout à l'heure, partagés par un Français sur deux. Chez les électeurs de droite, ça va parfois jusqu'à 60-70%. Chez les électeurs de Marine Le Pen, jusqu'à 80%. Donc oui, incontestablement, Éric Ciotti est une équation qui va compter dans la campagne de premier tour et notamment pour Valérie Pécresse. Et c'est pourtant bien Valérie Pécresse qui portera les couleurs des Républicains. Valérie Pécresse, est-ce que c'est celle qui peut le plus menacer Emmanuel Macron? Marine Le Pen disait de façon assez simple, c'est un double d'Emmanuel Macron. C'est pas un double d'Emmanuel Macron et je pense qu'il va falloir retracer en fait elle a été élue sur quoi? Elle a été élue sur un peu plus d'une centaine de milliers d'adhérents. C'est loin des millions d'électeurs qui auront à se prononcer au mois d'avril. Je pense que l'organisation du rassemblement aujourd'hui d'Éric Ciotti n'est pas simplement pour remercier ses supports. Je pense aussi c'est pour marquer quelle doit être la ligne de la
la candidate à la présidentielle portée par les Républicains. Et en fait, ça va pas forcément être simple pour Valérie Pécresse de se défaire de ce que sont aujourd'hui les Républicains et portés par Ciotti. Et puis n'oublions pas d'où elle vient, en fait, Valérie Pécresse. Il y a quand même des rapports sur la société où on n'est pas d'accord sur cette ouverture et sur cette tolérance. On peut pas dire que l'actuelle présidente du Conseil régional en ait fait beaucoup la démonstration. Donc elle est plus modérée, disons-le, que Ciotti, mais en fait chez les Républicains, et les scores le prouvent, et il va falloir qu'elle puisse aussi être plus radicale. Et c'est dire qu'on aura des questions à poser à Christian Jacob pour voir comment cette campagne va se mettre en place avec Valérie Pécresse et le poids d'Éric Ciotti. Christian Jacob qui sera l'invité de BFM Politique. Rendez-vous à 12h sur BFM TV. Christian Jacob qui répondra aux questions de Jean-Baptiste Boursier. Ça, ce sera votre premier rendez-vous politique. Les autres rendez-vous politiques, on les a évidemment évoqués il y a un instant. Ce sera le meeting de Jean-Luc Mélenchon à 14h45 à suivre en direct sur BFM TV et le meeting à 16h45 d'Éric Zemmour. Des meetings qui vont donc se tenir en présentiel, contrairement justement à ce qu'a dit Valérie Pécresse, qui a opté pour un premier meeting en distanciel le 11 décembre prochain, conséquence de la situation sanitaire qui se dégrade. Et très clairement, cette campagne va être marquée par le Covid. Va-t-on pouvoir organiser des meetings sans passe sanitaire? C'est une des questions qu'on avait envie de vous poser, Anne Sénéquier. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin psychiatre, co-directrice de l'Observatoire de la santé à l'IRIS. Quand vous voyez ces meetings qui s'organisent aujourd'hui et qui vont se multiplier sans passe sanitaire, est-ce que vous vous dites là, on est en dehors des clous? On est clairement en dehors des clous et il n'y a pas de raison que le virus, lui, fasse une différence entre justement les endroits où on impose un pass sanitaire et les endroits où, pour raisons politiques, on ne l'impose pas. Donc après, je pense que c'est à chacun de prendre aussi ses responsabilités vis-à-vis de ça. On sait que la vaccination, même si elle ne permet pas la protection vis-à-vis de la transmission, elle permet la protection vis-à-vis des formes graves et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Donc si vous allez en meeting, soyez au moins vaccinés, les 3 doses si vous êtes éligible à cela. Et après, je pense que même ceux qui les tiennent en présentiel font aussi un doublon en distanciel aussi probablement. Donc si jamais on n'est pas vacciné soi-même, pour sa propre sécurité, je pense qu'il est plus intéressant et plus sécurisant de suivre les débats online. On va parler de la situation sanitaire évidemment avec vous. Céline Calvez, je voudrais votre réaction quand même, parce que la majorité et le président va se retrouver confrontés à cette question. Est-ce qu'on va pouvoir faire une campagne normale? Est-ce qu'on va pouvoir tenir cette règle de passe sanitaire non obligatoire pour des meetings? Je pense que déjà, c'est de démontrer que nous, le 29 novembre, quand on a réuni pour Ensemble Citoyens plusieurs milliers de personnes, il y avait le passe sanitaire qui était demandé. En fait, ça correspond... Le candidat peut le demander, peut l'imposer, mais ce n'est pas obligé par la loi. Mais n'est pas obligé, mais en fait, ça dépend dans quelle mesure vous souhaitez accueillir les gens. On a des personnes qui étaient rassurées que le passe sanitaire soit demandé parce qu'ils se rendaient compte que ce serait sans doute plus sécurisant. Donc en fait, ça correspond aussi à une exigence pour que les gens viennent. Il y a une attente de ça. Donc en fait, ça sera au choix. Aujourd'hui, ça n'est pas obligatoire, mais ce sera au choix des politiques d'organiser la façon de mettre en place le pass sanitaire ou pas dans les rendez-vous. Et le rendez-vous, bien sûr, il y a le présentiel, mais oui, le distanciel est devenu déjà une norme et qui peut répondre à des exigences sanitaires, mais après, c'est des exigences de diffusion aussi, parce que tout le monde ne peut pas se rendre dans un seul et même endroit au même moment. Et la question va de plus en plus se poser au regard de la situation sanitaire. Regardez les chiffres des dernières 24 heures. 51 624 nouveaux cas positifs. Ça veut dire qu'on a passé la barre symbolique des 50 000 cas en une seule journée. Un taux d'incidence qui continue d'augmenter de jour en jour. On est désormais à 388. 11 340 personnes sont désormais hospitalisées. Anne Sénéquier, on est frappé quand on regarde les chiffres jour après jour de la vitesse à laquelle ça va. Oui, c'est vrai que ce variant Delta, on l'avait vu de manière à petits pas jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on avait pris l'habitude que ça ne soit pas trop compliqué. Là, on arrive dans l'hiver, on arrive avec la 5e vague et c'est vrai que ça va très vite aujourd'hui. Et puis finalement, ça se cible aussi parce que la majorité des Français sont vaccinés. Alors il faut faire attention, ceux qui n'ont que le protocole de dose, on a cette diminution de l'immunité qui arrive avec des masses importantes de personnes qui arrivent à 5-6 mois de vaccination à la fin du 2e cycle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le risque, d'attraper la Covid, de toute façon, on sait que la vaccination aujourd'hui ne nous protège pas de cela, mais en tous les cas,
de la diminution des formes graves. Donc oui, aujourd'hui, c'est vrai que ça va très vite. Conseil de défense qu'on suivra évidemment avec beaucoup d'attention demain matin à l'Élysée autour du président de la République. Est-ce que vous en attendez de nouvelles mesures? Est-ce que pour vous, ça devient une urgence de resserrer un peu les boulons? En fait, l'urgence, elle se situe aussi au niveau hospitalier. Donc on a dit ces dernières semaines, l'hôpital survit, c'est un petit peu le mot. Aujourd'hui, on voit que les fêlures commencent à être vraiment apparentes. On avait déjà des difficultés en 2019. On se souvient de la grève des services d'urgence, même avant la pandémie. On a fragilisé le système de santé pendant ces 2 dernières années. Aujourd'hui, l'hôpital est clairement plus armé pour faire face, comme il l'a fait en 2020, vis-à-vis d'une nouvelle vague. Et on le voit déjà, il y a des plans blancs qui sont réactivés, il y a des transferts de personnel. Il y a des gens qui manquent sur le service parce qu'ils sont en burn-out, parce qu'ils en ont marre de travailler en permanence pour recevoir des gens qui ne sont pas vaccinés. Et c'est ça qui est frustrant aussi en tant que personnel soignant. Vous mettez à mal, c'est pas seulement un service hospitalier, c'est la santé des Français en général, parce que lorsque les services de réanimation sont pleins de patients Covid, celui qui arrive pour un infarctus du myocarde ou un AVC, il va être transféré dans un autre CHU, ça va lui faire perdre du temps et de la perte de chance. Donc aujourd'hui, on peut mourir à cause effectivement des hôpitaux qui sont déjà bien occupés par le Covid. Donc c'est vrai qu'il y a nécessité à un moment donné de faire ce focus sur l'hôpital parce qu'on a besoin de le soutenir et qu'aujourd'hui, il n'est plus en mesure d'accueillir tout ça. Et on suivra évidemment ce conseil de défense demain important. Merci beaucoup, avocat, d'avoir été avec nous pour cette première partie du live BFM.